Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais pas vous raconter deux histoires comme d'habitude, mais trois. Et oui, aujourd'hui on s'aventure dans un format un petit peu différent. C'est pas révolutionnaire, mais ça change un tout petit peu. Parce que de base, je vous raconte deux histoires assez longues, là ça va être trois un tout petit peu plus courtes. Et ces histoires, comme toujours, c'est des témoignages que j'ai trouvés sur internet. Vous allez voir, il y en a qui font bien flipper. Et petit détail, vous l'aurez peut-être vu sur mon t-shirt, il y a plein de poils de chat. Mais au-delà du fait que ce soit absolument dégueulasse, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous l'aurez peut-être compris. C'est qu'il y a un invité spécial. En fait, je dis spécial, mais il l'est plus, parce qu'il a l'habitude maintenant d'être sur la chaîne, c'est carrément un acteur. C'est Monsieur Foudubus. Alors, Monsieur Foudubus, il va venir raconter les histoires avec moi. Mais dites-vous que hier, il a été un petit peu puni, parce qu'il s'est attaqué à Nala. Alors, il s'est pas attaqué à proprement parler, mais en fait, ils se sont battus et elle a perdu plein de poils. C'était la première fois que je voyais ça, c'était assez impressionnant, mais pas dramatique. Au final, les deux chats vont bien, là, il est en train de péter un câble. Donc voilà, j'ai des poils partout, je suis désolé, c'est dégueulasse. Je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez. Prenez une petite boisson parce qu'il fait quand même bien chaud. Et on est parti pour le premier témoignage. Alors, pour ce premier témoignage, il faut qu'on prenne l'avion. Il faut qu'on aille à l'autre bout du monde, parce que, mes amis, ce témoignage, c'est celui de Julien, et il se passe au Mexique. Alors, au moment des faits, Julien, il a 34 ans, et il nous explique qu'il a un travail un petit peu particulier, qui se passe dans un hôpital. Ce job, c'est plus particulièrement celui d'agent de chambre mortuaire, donc vous l'aurez compris, il travaille dans une morgue, de façon très résumée. Je sais, dit comme ça peut paraître un petit peu bizarre comme métier, mais lui, c'est ce qu'il kiffe. Il le fait avec beaucoup de sérieux, et surtout, beaucoup de passion. Pas tous les mêmes passions dans la vie, on est d'accord. Mais j'ai envie de dire tant mieux qu'il y ait des personnes avec ce genre de passion parce que sinon, on serait un petit peu dans la merde. Bon, son boulot, lui, c'est pas d'écrire des lettres, de couper des arbres ou même de créer une route. Pas du tout. Lui, c'est de réceptionner les corps des personnes qui sont décédées dans l'hôpital. Ensuite, une fois qu'il les a réceptionnés, il les prépare. Il gère les différents registres, insérer les informations, etc. Ensuite, il accueille les familles parce que oui, des fois les familles viennent dire un dernier adieu à leurs proches. Et surtout, Julien, c'est aussi la personne qui fait le lien entre la morgue et l'entreprise de pompes funèbres parce que ce sont eux qui viennent récupérer les corps pour les emmener aux enterrements, à la crémation, etc. Je sais, cette vidéo, elle est très glauque, je suis désolé. Mais bon, c'est une thématique qu'on n'a pas encore vue sur la chaîne. Ça fait pas de mal. Bon, Julien, il nous raconte qu'il travaille souvent de nuit parce que, malheureusement, les décès, ils se passent à toute heure de la journée ou de la nuit. Mais ça le dérange pas. Il travaille de façon tranquille, il connaît chaque couloir par cœur. Et contrairement à ce que les gens croient, moi aussi d'ailleurs, Julien, il a jamais eu peur de sa vie. Enfin, de sa vie. Dans le sens, dans son taf, il s'est jamais dit: putain, là je suis en train de flipper. Moi, on est d'accord, vous me foutez dans une morgue, vous me retrouvez parmi les cadavres. Quand on lui pose la question, parce que oui, on lui pose souvent la question de est-ce que t'as eu peur, est-ce que t'as déjà eu une situation flippante, sa réponse, elle est un petit peu préenregistrée. Il répond simplement que les morts sont morts, donc ils ne font absolument rien. Notre histoire, elle commence un mardi soir vers 23h. Julien, comme à son habitude, est seul dans le service, et à ce moment-là, il réceptionne un corps qui est amené par une entreprise de pompes funèbres. Alors, je m'y connais pas, mais c'est Julien qui le dit, apparemment ça arrive que lorsqu'une personne décède à domicile, que la famille demande à l'hôpital le plus proche de réserver une case, donc entre guillemets un cercueil, je sais pas si on peut appeler ça, pour pouvoir mettre le corps dedans en attendant les obsèques. Donc en gros, l'hôpital loue des cases réfrigérées, c'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais elle les loue à des particuliers, ou plutôt à certaines entreprises de pompes funèbres. Bon, il nous dit que administrativement, c'est un petit peu limite comme pratique, mais ça se fait. Et l'entreprise de pompes funèbres qui amène ce corps ce soir-là, eh bien Julien, il la connaît de vue. C'est deux mecs, toujours les mêmes, qui viennent depuis quelques mois. Et comme à chaque fois, ce soir, ils arrivent avec une housse mortuaire, les papiers sont en règle. Il y a le certificat de décès qui est signé, visiblement il s'agit d'une femme de 67 ans. Est-ce qu'on peut dire 6-7? Je sais pas, j'ai bientôt 29 ans. Et visiblement, cette femme, elle est décédée de cause naturelle. Il n'y a pas de meurtre derrière ou je ne sais quoi. Julien fait signer les papiers, il attribue une case à la défunte, et jusque-là, tout est absolument normal. Sauf que, au moment de transférer le corps de leur brancard jusqu'au tiroir réfrigéré, eh bien, il fait exactement ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire qu'il ouvre la housse, surtout pour vérifier que ça corresponde bien à ce qu'il a sur ses papiers, et à ce moment-là, il y a un truc qui l'arrête pendant une demi-seconde. Lorsqu'il voit la femme à l'intérieur, il se dit « mais attends, la femme elle a pas 67 ans, elle en a tout pété grand max 40. » Donc ce qu'il fait, c'est qu'il regarde le bracelet, il regarde le certificat, il regarde le visage, et il se dit aussi que voilà, certaines personnes parfois elles font un petit peu plus jeunes que leur âge, que la mort elle peut figer aussi parfois les traits, et surtout qu'il n'est pas médecin, donc il peut pas se baser uniquement sur ses constatations. Il y a un des mecs des pompes funèbres qui est resté à côté de lui qui lui dit: mec, on est un petit peu pressé, il faut qu'on se bouge. Du coup, Julien, il est un peu pris de court, il ferme la housse, il saisit toutes les informations dans le registre et les deux hommes des pompes funèbres repartent. Bref, son service continue, il nous raconte qu'il y a des interventions classiques, il n'y a rien de particulier ou des trucs bizarres. Et lorsqu'il rentre chez lui à 6h du matin, il va se coucher, mais là, impossible de dormir. Il n'arrive tout simplement pas à fermer les yeux parce que le visage de cette dame, il lui reste en tête. Non pas parce qu'elle était effrayante, mais parce qu'il y a quelque chose qui colle pas.
il y a un truc qui est bizarre. Mais bon, malheureusement, il peut rien faire. Les jours passent, Julien essaye d'oublier cette histoire, enfin il n'y pense plus activement. Parfois il se dit que c'est lui qui a abusé, que c'est dû à la fatigue, que c'est lui qui se fait des films. Sauf que 2 semaines plus tard, la même entreprise de pompes funèbres revient. Comme toujours, c'est le même duo, les 2 mêmes gars, à une heure toujours assez tardive, avec une nouvelle housse, des nouveaux papiers, un nouveau corps, etc. Cette fois-ci, c'est un homme de 75 ans qui est mort à domicile, visiblement d'un arrêt cardiaque, donc à nouveau de cause naturelle. Julien ouvre la housse, comme à son habitude, pour voir de quoi il s'agit, et immédiatement, son estomac se serre. L'homme est bien plus jeune que 75 ans, il a la trentaine, il est assez costaud, et surtout, Julien remarque un détail en refermant la fermeture éclair. Les ongles de sa main droite, ils sont cassés, presque arrachés, avec des traces très sombres dessus, et je peux vous dire que Julien, il en a vu des corps pendant sa carrière, et il sait à quoi ça ressemble, des mains de personnes âgées décédées, et il peut nous confirmer à 1000%, voire 1 million de pourcents, que les mains de ce type, c'est pas celle d'une personne âgée qui est décédée paisiblement dans son lit. Pendant qu'il réfléchit à ça, il y a un des 2 mecs, des pompes funèbres, qui le regarde. Il le fixe pendant toute la manipulation, vraiment, il ne lâche pas du regard. Et quand Julien, il relève les yeux vers lui, le gars lui demande calmement s'il y a un problème. Notre ami lui répond que non, il signe le papier, et les 2 mecs se barrent. En rentrant à la maison, Julien, cette fois-ci, il peut plus se mentir à lui-même. Il est plus en mode « c'est peut-être moi qui ai badé, c'est moi qui suis fatigué ou je ne sais quoi ». Là, il en est sûr et certain, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se passer. Du coup, le lendemain, il fait un truc qu'il n'aurait pas forcément imaginé faire. Il vérifie dans son registre les différentes sorties, et là, il constate que le premier corps qu'il a vu et qui l'a un petit peu interpellé, vous savez, ce premier visage, eh bien, celui-ci a été récupéré il y a quelques heures pour une crémation. Lorsqu'il lit ça, le mot crémation, il paraît comme une évidence, parce que quand on va incinérer quelqu'un, ça ne laisse aucune trace. Vous êtes réduit à l'état de poussière, il n'y a tout simplement plus de corps, donc on ne peut pas aller le déterrer pour pouvoir faire une contre-expertise. Tout ça, il n'y a rien qui est possible. Bon, Julien, du coup, il se met à repenser à tous les passages de cette entreprise depuis quelques mois. Et là, il y a quelque chose qui l'interpelle. Il se dit, mais attends, j'ai jamais vérifié les visages parce que les papiers, ils étaient toujours très bien faits. Et surtout, cette entreprise, elle est toujours passée la nuit lorsque j'étais seul, fatigué, et que je n'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison. Donc, peut-être que ce truc de pas avoir le bon corps dans la bonne housse, ça arrive depuis plusieurs mois. Bon, naturellement, il se pose la question de combien de personnes est-ce que je n'ai pas vu et qui en réalité, c'était pas le bon corps dans la bonne housse? Ça, on ne sait pas. Bon, Julien, il hésite. Il se dit, est-ce que je vais aller voir la police directement en sachant que je n'ai pas vraiment de preuves concrètes? C'est simplement une constatation. La personne, j'ai l'impression qu'elle fait pas son âge. L'autre, il avait des ongles un petit peu cassés, ça correspondait pas à ce qui était écrit. Donc si je vais à la police et que je leur raconte ça, ils vont me prendre pour un fou. Parce que le problème, c'est qu'il faut être sûr de soi. S'il accuse l'entreprise à tort, là, il perd son taf, il est peut-être poursuivi en justice, ça peut aller très loin. Mais vous allez voir que notre ami, il veut pas en rester là. La fois suivante, où l'entreprise appelle pour indiquer qu'elle va apporter un nouveau corps, Julien, il se prépare. Quand les 2 hommes arrivent avec une nouvelle housse, il joue son rôle normalement, il leur fait un petit sourire et leur fait signer les papiers, mais au moment de la vérification d'identité, il mémorise absolument tout. Le visage, une cicatrice sur le sourcil gauche, un tatouage qui dépasse au niveau de la clavicule, enfin bref, il détecte absolument tout. Cette fois-ci, le certificat annonce un homme de 80 ans. Là, il n'y a plus de doute, le corps dans la housse, il a 30 ans à tout péter. Donc une fois les 2 gars partis, Julien, malheureusement, il fait un truc interdit. Il ouvre à nouveau la case, donc l'endroit où se trouve le corps. Il ouvre la housse et il prend des photos avec son téléphone. Il prend tout. Le visage, le tatouage, le bracelet, le certificat, tout y passe. Sauf que, au moment de prendre la photo du visage, il remarque un truc qu'il n'avait pas vu jusqu'à maintenant. Ce truc, c'est une petite marque assez fine, un petit peu sombre, tout autour du cou du mec. Là, Julien, il commence vraiment à bader, il referme immédiatement la housse, il retourne presque en courant dans son bureau, et là, il se pose sur sa chaise et il fixe le mur. Il vient d'avoir une sorte de révélation, il vient de capter, grâce à cette petite ligne sur le cou, donc une trace qui probablement évoque un étranglement ou quelque chose comme ça. En fait, il pense tout simplement que des gens utilisent son service pour pouvoir faire disparaître des gens. Peut-être des gens qui sont assassinés et qui sont cachés derrière des identités de personnes âgées, donc qui potentiellement seraient décédées de causes naturelles, alors qu'en réalité, elles ont sûrement été victimes d'un meurtre. Et forcément, cette opération, c'est un petit peu comme du blanchiment d'argent. Ça veut dire que vous allez faire passer quelque chose d'illégal en quelque chose de légal, parce qu'au final, c'est notre ami Julien qui signe les papiers, qui dit que tout a été fait dans les règles de l'art, et ça, c'est un petit peu problématique. Bon, il termine son service, une fois à la maison, il ne dort pas de la nuit, et dès le lendemain matin, à la première heure, il se dit qu'il va aller à la police. Malheureusement, au moment où il veut se rendre à la police, quelques minutes avant, on l'appelle, c'est son chef, et on lui demande de se rendre sur place quelques heures pour remplacer un de ses collègues qui visiblement est malade. Donc Julien se dit, ce n'est pas grave, j'irai demain matin, je vais aller avec toutes les preuves, toutes les photos, il
y a pas de problème. Bon, pendant la journée, il fait son taf. Malheureusement, il a pas forcément l'habitude de travailler de jour parce que lui, il est plutôt de nuit. Mais ça lui change un peu. Aujourd'hui, il va rentrer assez tôt à la maison, ça va lui permettre de profiter de sa soirée. Et il se dit, demain, je vais aller à la police, je vais aller au commissariat et je vais tout montrer. Le soir même, il est de retour au travail, il est dans le service, tout seul, il est à peu près 2h du matin. Et le téléphone qui est dans son bureau se met à sonner. Julien décroche, et là, personne ne parle. Il entend simplement une sorte de respiration, donc il raccroche. Et 5 minutes plus tard, il entend la porte du quai de déchargement, donc l'endroit où arrivent les corps. Et bien cette porte, elle est en train de s'ouvrir. Bon, là déjà, l'ambiance est un petit peu particulière. Il est 2h du matin, dans une morgue, on est tout seul, donc il y a un silence absolument fou. Vous entendez une porte qui s'ouvre, sauf que cette porte est verrouillée, il faut un badge pour pouvoir l'ouvrir. Et le problème, c'est que seul Julien a le badge. Évidemment, notre ami se chie littéralement dessus. Moi, je pense que je serais déjà dans le coma. Et là, il entend des pas qui proviennent du couloir et visiblement, la personne n'est pas seule. Bon, Julien, il n'a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour savoir que ces personnes ne sont pas censées être là. Donc immédiatement, il éteint la lampe de son bureau, histoire d'être dans la nuit. Il attrape son téléphone et là, il se rend compte que merde, il n'y a pas beaucoup de réseau. Forcément, la morgue est au sous-sol, elle est entourée de béton. Donc c'est déjà un miracle qu'il y ait à peine une barre de réseau. Le problème, c'est que les pas, ils sont en train de se rapprocher. À un moment, il entend une voix grave qui dit un truc du style « Mec, vérifie le registre, moi... je m'occupe du bureau ». À ce moment-là, Julien sort de son bureau par la deuxième porte et là, il arrive au niveau de la salle de préparation. Là, il regarde à gauche à droite, il doit prendre une décision très rapide et il fait à peu près la seule chose qui est possible à ce moment-là. Il entre dans la chambre froide principale, c'est la grande pièce en gros qui est réfrigérée et dedans, malheureusement, il n'est pas seul, il est accompagné de 4 brancards où il y a des corps qui attendent d'être préparés. Il referme l'immense porte derrière lui le plus doucement possible et il se glisse tout au fond, accroupi en 2 brancards. Donc je pense sincèrement que comme situation de merde, on est top 2, peut-être même top 1 des pires qui soient. Depuis l'intérieur, il entend quelques bruits, c'est les hommes qui sont en train de fouiller le service. Ils ouvrent son bureau, ils renversent des trucs, enfin vraiment il y a plein de bruit. Puis, à un moment, il entend les pas qui semblent s'arrêter devant la chambre froide. Là où il se trouve. Julien retient sa respiration, la porte s'ouvre, la lumière s'allume et là, il y a une silhouette qui entre. Notre ami, il est sûr et certain qu'il va se faire attraper, se faire péter la gueule, finir lui aussi sur un brancard sans vie. Il retient son souffle, il reste immobile pendant des secondes, mais on dirait que c'est des heures. Et à ce moment-là, il y a un des mecs qui crie dans le couloir « Les gars, il est probablement plus là ». Sa voiture n'est plus sur le parking. Ce jour-là, Julien il a peut-être fait le trajet de vélo le plus rentable de toute sa vie, parce que normalement, il vit en voiture au travail, mais aujourd'hui, sa voiture était dans un mauvais état. Elle a fini au garage, et donc, il a été obligé de s'y rendre à vélo. Le gars qui est dans la chambre froide en train de chercher Julien, il réfléchit 2 fois avant de partir, il se retourne, il éteint la lumière, et il se casse. Mais c'est pas fini, les mecs sont encore dans le service, donc Julien, il reste calme, et à un moment, il entend un bruit qui le terrifie. C'est le bruit d'une chambre froide qu'on ouvre, enfin, pas d'une chambre, comment on appelle ça, un casier, donc en gros un tiroir où on met un corps. Et il n'entend pas que ça, il entend le bruit d'une fermeture éclair qu'on est en train d'ouvrir, et il capte très vite que soit le corps va disparaître, donc ils vont le prendre avec, soit ils essayent d'effacer une preuve. Plusieurs minutes plus tard, Julien entend la porte du quai qui se referme avec un moteur de voiture qui démarre. Il se dit, c'est bon, les mecs sont en train de se barrer. Il sort de la chambre froide, il remonte les escaliers en courant, et là il remonte le plus haut possible, histoire d'avoir du réseau et d'appeler la police. Il explique tout en un temps record, et là, tout s'enchaîne très très vite, parce que la camionnette qui est partie de la morgue, donc les mecs qui sont venus, eh bien, les policiers, visiblement, ont réussi à l'intercepter à un péage qui est 30 minutes plus loin, et vous vous doutez bien, à l'intérieur, il n'y avait pas des meubles Ikea. Il y avait une housse avec un corps à l'intérieur, donc celui qu'ils viennent de voler dans la morgue quelques minutes plus tôt. Forcément, ces gens sont arrêtés, ensuite il y a une enquête qui est menée, et vous allez voir que ça va dépasser tout ce que Julien avait imaginé. L'entreprise de pompes funèbres, en fait, c'était une vraie société. Il y avait de vrais obsèques, de vrais clients, mais dans leur équipe, il y a 2 employés, il y a 2 petits margoulins qui ont monté un service parallèle, pas forcément très légal, qui s'adressait tout simplement au réseau criminel. Bon, leur taf est en réalité très simple, c'était de faire disparaître des corps de façon totalement légale contre de très très grosses sommes d'argent. Alors, leur méthode, elle était absolument ignoble, enfin vraiment elle était terrible. En gros, ils récupéraient les certificats de décès de vraies personnes, principalement des personnes âgées qui sont mortes à domicile, et ils ciblaient spécifiquement des hôpitaux qui avaient un service mortuaire où il y avait 1 ou 2 employés max, parce qu'ils savent que ils sont probablement débordés, qu'ils ont tendance à signer les choses un petit peu rapidement sans trop regarder. Et là, malheureusement, ça a été le cas pour Julien, jusqu'à un moment où il s'est rendu compte de la supercherie. Bon, l'enquête, elle a aussi pu mettre la lumière sur
les personnes qui arrivaient dans cette morgue de façon un petit peu illégale. Et visiblement, le point commun qui revient, c'est que ces personnes étaient impliquées de près ou de loin dans des affaires de stupéfiants. Et certains des corps qui étaient amenés étaient déjà déclarés comme disparus depuis plusieurs jours. Mais c'était pas le cas de tout le monde. Bon, les policiers ont bien évidemment remercié grandement notre ami Julien parce que sans lui, sans ses alertes, sans ses photos, sans ses preuves, il n'y aurait pas eu d'enquête. Et peut-être que tout ça se serait passé encore pendant plusieurs mois, peut-être plusieurs années, sans que personne ne se rende compte de rien. Voilà, le témoignage de Julien est terminé, c'était vraiment très bizarre. Surtout qu'à la fin, on apprend que c'est lié à de la violence, etc. Enfin, c'est vraiment très glauque. Quand j'entends ça, je peux vous garantir que moi, je suis bien content de vous raconter des histoires d'horreur à travers une caméra et pas dans la vraie vie. Voilà, reprenez une petite boisson, réinstallez-vous confortablement, prenez votre petit fou du bus à côté de vous, si jamais vous avez un chat, un chien, un hamster ou peu importe. Moi, malheureusement, vous le voyez pas à la caméra, mais il dort juste derrière sur le tapis. Et je vous propose de vous raconter le deuxième témoignage. Bon, ce deuxième témoignage, c'est celui de Romain, qui a 31 ans et qui travaille comme couvreur. C'est un métier qui est très physique et un jour, ça va lui coûter un petit peu cher. Tout simplement parce qu'un matin de novembre, lorsqu'il travaille sur un toit, malheureusement il chute. Et il retombe extrêmement mal au point où il se fracture le fémur. Bon, je ne suis pas spécialiste de l'anatomie humaine, du corps humain, etc. Mais sauf erreur, le fémur, c'est le muscle le plus gros du corps humain. Donc pour réussir à le détruire, donc le casser en deux, imaginez-vous un petit peu la chute. Évidemment, il est pris en charge très rapidement, il est opéré en urgence et il se réveille dans un service de chirurgie orthopédique avec la jambe en Y. Il n'a pas un simple plâtre, c'est des broches qui traversent la jambe comme un poulet sur un grill. Sauf que là, c'est sa jambe qui est en miettes et les médecins ont donné une seule consigne mais qui ne peut pas être plus claire. La jambe ne doit pas bouger d'un seul millimètre pendant 3 semaines. Ça va être chiant à mourir, mais si un jour Romain veut remarcher, il n'a pas le choix. Bon. Évidemment, vous l'aurez compris, il peut pas se lever, il peut même pas se redresser dans le lit. Enfin, il peut, mais alors à ses risques et périls, tellement ça fait mal. Donc il essaye de se débrouiller dans sa chambre, il adapte sa nouvelle vie. En gros, il a la télé qui est au-dessus de lui, donc c'est comme si elle était accrochée au plafond. Et petit détail important, dans sa chambre, il y a quelqu'un. C'est une personne assez âgée qui a été opérée de la hanche, donc ils sont un petit peu dans le même bateau. Cette personne est très bavarde et surtout, il s'entend très bien avec. Bon, les premiers jours, heureusement, il se passe normalement. Dans la douleur, certes, mais normalement. C'est au bout d'une semaine que il y a le premier truc bizarre qui arrive, et sur le moment, ça paraît tellement banal que personne n'y prête attention. Son voisin de chambre ne retrouve plus sa montre. Bon, visiblement, c'est une belle montre que son fils lui avait offerte pour la retraite. Il la déposait tous les soirs dans le tiroir de sa table de nuit, et un matin, elle n'y était plus. Bon, le voisin, ça lui paraît bizarre. Il retourne tous les tiroirs, mais la montre n'est plus là. Il y a même un moment où le personnel, donc les infirmières et les infirmiers, viennent chercher avec lui, mais malheureusement, ils ne trouvent que dalle. Là, le chef de service intervient et il dit malheureusement à la personne que prendre des objets de valeur, que ce soit financier ou sentimental, c'est un petit peu à ses risques et périls. Alors personnellement, d'un point de vue externe, je trouve ça un petit peu déplacé parce que normalement, dans un hôpital, on est censé être safe. Ça remarque, moi personnellement, j'aurais dit tu peux te la prendre, la rouler, en faire un petit rouleau et puis tu la mets où je pense. Mais bon, là n'est pas la question. Le voisin de chambre dit que peut-être c'est lui qui l'a mal rangée et qu'elle va réapparaître comme ça soudainement. Et à un moment, le chef de service renchérit en faisant une nouvelle réflexion et il dit que c'est peut-être lié à l'âge, peut-être lié aux médicaments, aux anesthésies, etc. qui potentiellement ferait perdre la tête. Vous vous doutez bien, le voisin de chambre, il est un tout petit peu vexé, mais il laisse pisser. Sauf que 3 jours plus tard, c'est une dame qui est dans la chambre d'à côté qu'on entend pleurer. La raison, elle est très simple, il lui manque 80 € qui étaient dans son porte-monnaie. Et là, il y a la même réponse du service sur un ton relativement sec. On ne doit pas garder d'argent dans sa chambre, ni même d'objets de valeur. C'est une règle qui est écrite dans les conditions de l'hôpital, donc lorsque vous entrez à l'intérieur, on vous fait signer un papier et c'est écrit en tout petit en bas. Un petit peu comme les petites conditions qui sont écrites en Arial 5 en bas du contrat qu'un assureur vous fait signer. Mais bon, les assureurs, j'en parlerai dans un livre ou dans un film. Donc là, malheureusement, cette dame dans le couloir, elle se retrouve avec moins 80 balles et ses yeux pour pleurer. Romain, de son côté, avec sa jambe en Y, bon, il trouve ça un petit peu bizarre. La situation, elle est particulière, surtout dans un hôpital. On est censé être protégé. Et au-delà du vol, il y a quelque chose qui le frappe encore plus. C'est la façon dont réagit l'hôpital. C'est limite s'ils prennent les patients pour des cons. C'est bizarre. Romain, étant donné qu'il a très mal à cause des douleurs qu'il a au fémur, eh bien, ça fait que ses nuits, il les passe à moitié éveillé, à moitié endormi. Autant vous dire que les allées et venues dans le service, il les connaît par cœur. Le moindre bruit, il arrive à savoir de quoi il s'agit. Par exemple, il sait qu'il y a la veilleuse avec le chariot qui passe vers 23h environ. Donc c'est pour vous dire à quel point il a tryhard la reconnaissance des bruits dans le couloir. Sauf que une nuit, vers 3h du matin, il entend des pas qu'il ne reconnaît pas. Ces pas, ils sont très lents, il n'entend pas de chariot, pas de bip. Du coup, il ouvre légèrement les yeux, et là, il voit un homme
qui entre dans sa chambre. Je vous rappelle, il est 3h du mat. Bon, cette personne, visiblement, elle travaille dans l'hôpital parce qu'elle a un gilet, comme les soignants. C'est un mec qui a à peu près la cinquantaine, il a une lampe de poche assez fine dans la main. Et Romain, vu qu'il est un petit peu shooté avec les antidouleurs, il met plusieurs secondes à capter que cette personne, en réalité, elle n'est pas venue lui prodiguer des soins, mais peut-être pour retrouver la montre qu'a perdue son voisin de chambre. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien, tout simplement parce que ce mec s'approche de la table de nuit du collègue, il se met accroupi et il fait glisser le tiroir centimètre par centimètre, sans un bruit, comme s'il voulait pas réveiller son voisin. Romain, il n'ose pas bouger, il regarde l'homme passer la main dans le tiroir, puis dans le placard, puis palper la veste de son voisin, et c'est là que Romain va comprendre ce que ce mec est venu faire. Lorsqu'il est en train de palper la veste du voisin de chambre, il voit qu'il sort le porte-monnaie, il l'ouvre délicatement, le tournant vers sa lampe, il prend de la thune, il le referme et il le remet exactement au même endroit dans la veste. Tout ça, ça se passe en 1-2 minutes à peine, et au moment de repartir, l'homme tourne la tête lentement vers le deuxième lit, donc celui de Romain, et là, il croise le regard de Romain qui est en train de le fixer avec les yeux grands ouverts, et pendant plusieurs secondes, il y a un blanc, il n'y a plus de bruit, lorsqu'à un moment, l'homme va faire un signe qui est en soi pas méchant, mais qui fait extrêmement flipper dans ce contexte. Il prend son doigt, il l'amène à sa bouche et lui dit « Chut ». Vous l'aurez compris, chut, sinon je te bute. Belle rime, Molière serait fier. Une fois qu'il a fait son petit signe, le mec sort de la chambre sans se presser et il disparaît. Et c'est ça qui est le plus bizarre, c'est que le mec, il en a rien à péter. Il sort de la chambre comme si de rien n'était. Et lorsque Romain, il y repense, il se dit « Mais en fait, ce mec, peut-être qu'il sait exactement ce qu'il fait. » Donc déjà, il sait de quoi il a besoin, donc qu'est-ce qu'il vient chercher concrètement. Et surtout, le plus glauque, c'est qu'il sait que moi, je peux rien faire. Je peux pas bouger, je peux pas lever la jambe, je peux même pas crier. Et ça, c'est assez particulier. Bon, évidemment, le lendemain matin, Romain raconte absolument tout. Il le dit à l'infirmière, puis au chef de service, et même au responsable de la sécurité qui monte carrément dans sa chambre. Là, il lui décrit l'homme, il lui dit qu'il a un gilet, une lampe de poche, il lui dit qu'il lui a fait un chute. Le mec qui est en train de l'écouter, il le regarde, mais Romain, il capte que dans son regard, il n'y a rien qui se passe. Probablement que le chef de la sécurité se dit un mec sous morphine, probablement il hallucine, peut-être qu'il se fait des films. On est d'accord, ça peut ressembler un petit peu à une hallucination. Le responsable, pour le rassurer, ils lui disent que voilà, ils vont regarder les caméras de surveillance, qu'ils vont essayer de trouver la personne, mais Romain voit bien que ça va pas forcément aboutir à quelque chose. Pourtant, son voisin de chambre, il confirme qu'il a quand même perdu de la thune pendant la nuit parce que il manque des billets. Mais même ça, aux yeux du responsable de la sécurité, c'est pas dramatique. Bon, l'affaire, elle retombe en quelques heures. Romain, lui, il se retrouve seul, avec une certitude et surtout un problème, parce que l'homme sait qu'il a été vu, il sait dans quelle chambre, il sait dans quel lit, et surtout que le témoin, donc Romain, ne peut strictement pas bouger. Le problème, c'est que personne dans le service ne le prend au sérieux. Les 2 nuits suivantes, Romain, il dort presque pas. Il garde son téléphone chargé, sous le drap contre sa cuisse. Bien évidemment pas contre la cuisse qui est en Y, parce que imaginez un pote vous spam sur WhatsApp avec des messages, ça vibre, vous êtes mort. Et ce petit margoulin de Romain, il en a dans le crâne, parce qu'il a préparé un plan digne des plus grands, il a réglé la luminosité de l'écran au minimum, et ce sagouin, il a activé l'appareil photo. Mais bon, c'est juste au cas où, parce que normalement, la logique veut que une personne qui vient voler quelque chose dans une chambre, qui se fait cramer, qui est conscient qu'il s'est fait cramer, normalement, il n'est pas censé revenir, enfin, il n'y a pas de logique. Sauf que, malheureusement, la 3e nuit, vers 3h15, la porte de sa chambre s'ouvre, et là, il y a un homme qui rentre. Sauf que, cette fois-ci, il ne va pas vers le voisin de chambre, mais vers Romain. Notre ami, il ferme les yeux une demi-seconde trop tard. Il sait très bien que le mec a vu qu'il était réveillé. Et de toute façon, le mec est déjà en train de se pencher sur lui, tout près, et il lui colle la main contre la bouche. Et de son autre main, il prend le petit bouton qu'il a pour appeler l'infirmière et il le décale de façon à ce que Romain ne puisse pas l'atteindre. Quelques secondes plus tard, il approche son visage, il lui chuchote quelque chose à l'oreille et il lui dit précisément qu'il sait que Romain l'a balancé, qu'il a tout raconté au personnel, mais que heureusement, personne ne l'a cru, mais que s'il veut repartir en vie et sans trop de complications à la jambe, il va falloir s'arrêter là. Et le plus glauque, c'est lorsqu'il lui explique tout ça, lorsqu'il est en train de lui parler, sa main descend vers la cuisse de Romain, pile sur la cicatrice là où il a été opéré, et il commence un tout petit peu à appuyer dessus. Romain, vous imaginez bien, il voit tonton Johnny et Tupac qui lui font un signe de la main parce que tellement il a mal, et ce psychopathe qui est en train d'appuyer sur la cicatrice, il le regarde et il lui fait un putain de sourire. En gros, il lui fait passer un message. Tu continues de parler, je viens et je te bousille la jambe. À un moment, il relâche la pression, il tape 2 fois sur la joue de Romain en mode « C'est bien, t'as été sage, maintenant tu te tais ». Et là, Romain, il fait le truc le plus dur de sa vie, il le regarde et il lui dit « J'ai compris ». Sauf que ce que le mec ne sait pas, c'est qu'en fait Romain, il n'a pas activé que l'appareil photo. Il a activé un petit truc sur son téléphone qui va lui permettre
d'avancer dans cette histoire, c'est tout simplement le dictaphone. Donc en gros, Romain est en train d'enregistrer tous les sons qui se passent dans la chambre, et ça fait depuis 2 nuits qu'il fait ça. La veille, ça ne lui a servi à rien, mais aujourd'hui, ça va peut-être le sauver. Le mec sort de la chambre, Romain attend 10 minutes, il est incapable de respirer normalement, ni même de bouger, puis il donne tout ce qu'il a, il donne toute sa race, il tend son bras pour essayer d'attraper le bouton qui lui permet d'appeler l'infirmière, et heureusement, il y arrive. Il appuie dessus, quelques toutes petites secondes plus tard, il y a une personne qui arrive dans la chambre, mais là, il ne lui raconte pas, il lui fait simplement écouter ce qu'il vient d'enregistrer. On entend le chuchotement, donc quand le mec lui parlait à l'oreille, on entend clairement les menaces, on entend quand Romain est en train d'hurler tellement ça lui fait mal dans la jambe. Enfin, il hurle, mais le gars avait la main sur sa bouche, donc on n'entendait pas grand-chose. Et cette fois, l'infirmière, elle est un petit peu forcée de constater que malheureusement, ce n'est pas la morphine, c'est qu'il y a réellement quelqu'un qui s'est introduit dans la chambre, et bien évidemment, à partir de ce moment-là, la police est prévenue. L'enregistrement audio de Romain est saisi, les images des caméras de surveillance sont saisies, et là, il n'y a pas de doute, on y voit clairement un homme à visage découvert entrer et sortir du service, et ce, à 3 reprises sur la dernière semaine. Bon, ce mec, il est un peu con. Il a pas mis de cagoule, ça veut dire qu'il a un visage découvert, on voit parfaitement de qui il s'agit. C'est un ancien employé qui s'occupait du nettoyage de l'hôpital, et lorsqu'il a démissionné de l'hôpital, il a tout simplement gardé son gilet. Donc, lorsqu'il était à l'extérieur, qu'il voulait entrer dans l'hôpital ou même dans le service, eh bien, les personnes lui ouvraient la porte parce que, il a un gilet, donc c'est que forcément c'est un employé. Sauf que, en réalité, pas du tout. Quand les enquêteurs lui ont demandé pourquoi est-ce qu'il s'en prenait à ce service précisément, eh bien le mec a donné une réponse que notre ami Romain n'oubliera absolument jamais. Il sait très bien que les patients sont normalement absolument incapables de bouger, c'est-à-dire qu'ils se font opérer des jambes, que peut-être même que des fois leurs jambes sont attachées à des poulies en hauteur, enfin des trucs super chelous, et que par conséquent, même s'ils se réveillent, ils pourront jamais se lever pour intervenir. Romain, lui, il est sorti de l'hôpital presque 2 mois après, parce que sa blessure, elle était quand même conséquente. Visiblement, sa jambe aujourd'hui s'est parfaitement remise, donc il peut marcher sans trop de séquelles. Et pour conclure, il nous explique qu'il a développé une sorte de TOC depuis cet incident. C'est que, constamment, le matin, lorsqu'il se réveille, eh bien, la première chose qu'il fait, c'est pas de se lever pour aller prendre un petit déjeuner, c'est tout simplement de plier ses 2 genoux pour être sûr que si un jour il doit se lever en pleine nuit pour intercepter quelqu'un, eh bien, il en est capable. Voilà. C'est particulier comme toc, mais j'ai envie de dire, c'est mieux ça plutôt que de faire un truc de ouf. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, il est bien, qu'il soit heureux, qu'il puisse remarcher sans trop de séquelles, et que tout se passe extrêmement bien pour lui. Voilà, fin du 2e témoignage, j'espère qu'il vous a plu, il est très original, moi j'ai bien aimé. On reprend une petite boisson, et on est parti pour le 3e et dernier témoignage de cette vidéo. Ce 3e témoignage, mes amis, c'est celui de Laura. Au moment des faits, Laura, elle a 27 ans, elle travaille dans une agence immobilière, sauf que, vous allez voir que cette histoire, elle tourne pas autour de ça. Non, mes amis, depuis 10 jours, en fait, sa vie, elle tourne autour de l'hôpital, parce que malheureusement, son père a fait un infarctus, donc son cœur a failli s'arrêter. Aujourd'hui, il est tiré d'affaire, il est en cardiologie au dernier étage, mais ça n'empêche absolument pas Laura d'aller le voir après le travail, et elle passe beaucoup de temps à ses côtés, au point où elle part presque au moment où les visites se terminent, donc à peu près vers 20h. L'hôpital, on va dire qu'elle commence à le connaître. C'est un très gros établissement, et le bâtiment, il est assez ancien, il est en train d'être restructuré, rénové pour certaines parties, donc vraiment, c'est pas rare de voir des couloirs entiers bâchés avec des grosses barrières en mode il y a des travaux, donc on peut légitimement dire que c'est le chantier. Forcément, les panneaux qui indiquent les sorties de secours, les chemins pour évacuer, etc., ça ne fonctionne plus, et le personnel de l'hôpital en rigole à moitié. Ça les fait rire jusqu'à un certain point, parce qu'au quotidien, c'est un petit peu chiant. Un soir, en attendant l'ascenseur, Laura entend 2 aides-soignantes qui sont en train de parler. En gros, il y en a une des 2 qui se plaint, parce qu'apparemment c'est la guerre avec la cuisine, car visiblement, certains plateaux repas semblent disparaître. Ça se passe principalement pendant la nuit, et en fait, il y a une petite guerre entre les deux, c'est-à-dire que la cuisine accuse le personnel de l'étage de manger les repas, et le personnel de l'étage accuse la cuisine de ne pas livrer les repas, donc c'est une sorte de guéguerre. Laura, ça la fait rire, mais concrètement, elle s'en fout. Elle prend l'ascenseur et elle fait sa life. Le moment où tout va basculer, c'est un jeudi soir. Aujourd'hui, Laura reste un petit peu plus tard que d'habitude parce que son père, il va pas très bien moralement. Il a un petit coup de mou, elle reste vers lui histoire de créer une discussion et de le faire penser à autre chose. Et c'est vers 20h30 qu'elle quitte l'hôpital. En partant, le service de cardiologie est relativement calme, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et à ce moment précis, elle marche en direction des ascenseurs. Pas de chance, l'ascenseur qu'elle prend d'habitude, il est bloqué au premier étage, il y a un panneau qui indique qu'il est en maintenance. Et à ce moment-là, elle croise une employée. C'est une femme de ménage qui lui indique d'un geste un peu du menton qu'il y a un autre ascenseur un peu plus loin, plutôt du côté ouest du couloir. Laura, elle part dans cette direction, elle passe une double porte, puis une autre, et effectivement, à un moment, elle arrive dans un ascenseur. Et à un moment, effectivement, elle voit un ascenseur. Bon, contrairement à l'autre, il est un petit peu plus vieux, il est un peu plus ancien, enfin... Le style a l'air de montrer qu'il date d'il y a plusieurs années. Mais bon, vous allez me dire, un ascenseur, tant que ça monte et ça descend, on s'en cogne un petit peu de s'il est beau ou pas. Elle rentre dans l'ascenseur, elle appuie sur le bouton 0, et naturellement, l'ascenseur descend. Une fois arrivée au rez-de-chaussée, elle sort de l'ascenseur, et là,
c'est une sensation bizarre. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement, elle ne reconnaît pas le hall d'entrée. Il n'y a pas un bruit, personne à l'intérieur. Il fait nuit noire. Il y a quelques lumières par-ci par-là, mais globalement, il fait très sombre. Il y a beaucoup de fauteuils qui sont empilés sous des housses. L'accueil est complètement vide. Et là, notre amie Laura, elle comprend qu'elle s'est tout simplement trompée de bâtiment. Et oui, l'hôpital, il est sur plusieurs ailes. Quand je vous dis que c'est un labyrinthe, c'est pas une blague. Mais bon, c'est pas dramatique, elle va tout simplement remonter à l'étage et faire comme si de rien n'était. Elle pousse un soupir, elle est un tout petit peu agacée, elle se retourne pour cliquer sur le bouton de l'ascenseur, sauf qu'en le faisant, elle voit que rien ne se passe. Elle comprend à ce moment-là que l'ascenseur est remonté à l'étage du service et que pour l'appeler, soit il faut aller dans l'ascenseur en haut et appuyer sur le bouton et ça le fera descendre, ou peut-être qu'il faut une clé ou un badge spécial pour pouvoir l'appeler depuis le rez-de-chaussée. Chose qu'elle n'a pas. Pas grave, vous me direz, il y a forcément une issue de secours, on est dans un hôpital, c'est prévu pour. Elle sort donc son téléphone pour éclairer, elle avance dans le hall, et là, elle voit d'énormes vitres qui donnent sur l'extérieur, sauf que elles sont condamnées par des chaînes et des panneaux qui disent que c'est en chantier. Elle regarde à gauche à droite pour trouver une issue de secours. Elle pousse la grosse barre qu'il y a dessus, histoire d'ouvrir la porte, mais là, elle sent que derrière la porte, il y a quelque chose qui coince. Bon, là, elle commence vraiment à en avoir plein le cul, elle en a marre, et l'inquiétude commence gentiment à monter. Pas de façon drastique, mais ça vient gentiment. Elle recule, elle trouve une cage d'escalier, elle monte d'un étage, et c'est à cet étage-là, donc au premier, que le malaise commence un tout petit peu à s'installer. D'abord, avec sa lampe de poche, elle voit un détail minuscule. C'est des mégots de cigarettes qui sont écrasés au sol, il y en a une dizaine, et un peu plus loin, il y a une bouteille d'eau qui est posée à même le sol, et ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il n'y a pas l'ombre d'une poussière. Donc, autrement dit, cette bouteille a été utilisée assez récemment. Elle se dit, bon, l'hôpital est en travaux, peut-être que c'est peut-être même ça la raison, c'est qu'un ouvrier a bu quelque chose, qu'il a posé la bouteille, et fini. Le problème, c'est que vu l'état de l'hôpital, vu l'état de l'endroit où elle se trouve, on n'a pas l'impression qu'il est en travaux, on a plutôt l'impression qu'il est laissé à l'abandon. Donc, comment est-ce qu'on explique une bouteille d'eau ici ? Je ne sais pas. Elle continue d'avancer en pensant que à l'autre bout du couloir, il y aura forcément une issue de secours. Mais à mesure qu'elle avance, les détails s'accumulent. Et le problème, c'est qu'ils deviennent de moins en moins explicables. Il y a une porte de chambre qui est entrouverte, il y a un matelas sur le sol, il y a un duvet, des vêtements, des boîtes de conserve qui sont vides, des assiettes, des couverts. Et à un moment, elle voit même un fil qui est tendu entre deux murs avec des vêtements qui ont l'air de sécher dessus. Au moment où elle voit tout ça, notre amie Laura, il y a un truc qui se passe dans sa tête, elle se dit, mais attends, j'étais devant l'ascenseur, les deux aides-soignantes discutaient que les plateaux repas disparaissaient, là il y en a plusieurs devant moi, peut-être que j'ai trouvé la réponse. Pile à ce moment-là, notre amie, elle commence à avoir une boule au ventre, parce qu'elle se dit qu'elle est dans un endroit où elle devrait pas forcément se trouver, et en réalité elle comprend ce qu'elle est en train de voir, c'est que cette aile du bâtiment, elle est à l'abandon, mais il y a probablement quelqu'un qui vit à l'intérieur. Cette personne, visiblement, elle se nourrit en volant les plateaux repas. Comment, on ne sait pas. Mais ça veut aussi dire que cette personne, elle connaît le bâtiment sur le bout des doigts parce qu'elle sait comment passer d'une aile à l'autre. Et actuellement, Laura, elle se trouve au beau milieu de, entre guillemets, chez cette personne. Par réflexe, elle éteint sa lampe. Comme ça, elle est moins visible. Elle attend quelques minutes et à un moment, elle entend un bruit. Ces bruits, c'est des pas. Est-ce que ça vient d'une personne qui habite là clandestinement ou est-ce que ce sont les pas d'un vigile ? On ne sait pas, mais c'est un petit peu inquiétant. À un moment, les pas s'accélèrent, donc elle comprend que c'est une personne qui peut-être a capté qu'il y a quelqu'un entre guillemets chez lui, et là, son réflexe, c'est de reculer contre un mur, elle a le cœur qui va lâcher, elle sort son téléphone, elle compose le numéro de la police, histoire de prévenir quelqu'un, mais alors que le téléphone est en train de sonner, elle entend une voix assez grave d'une personne dans le couloir, et par réflexe, elle coupe le téléphone, histoire qu'on ne l'entende pas. Cette voix, elle dit une phrase qui est très simple, « Qui est là ?» Ensuite, il enchaîne avec une deuxième, il dit « Vous ne devez pas être là, fuyez, sinon je m'occupe de vous. » Laura, évidemment, est en full panique, elle répond pas, elle longe le mur. Donc en sens inverse, histoire de retourner vers la cage d'escalier de là où elle vient. Et à un moment, elle entend qu'elle fait quand même beaucoup de bruit, donc elle ne réfléchit plus, elle tape un sprint. Elle a les mains devant elle parce que dites-vous qu'il fait nuit noire dans le couloir, elle voit que dalle. Et au bout de quelques secondes, elle arrive à la porte de secours, elle descend les escaliers en courant. Le problème, c'est qu'en descendant, elle entend le mec qui lui aussi est dans les escaliers, donc il est clairement en train de la suivre. Dans la panique, elle loupe une marche, elle se rattrape à la rampe histoire de pas se péter la gueule. Et c'est là qu'elle fait un truc que je considère comme étant intelligent, est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais au lieu de retourner à l'étage 0, donc vers le hall d'entrée qui est abandonné, elle continue de descendre vers le sous-sol. Arrivée vers la porte du sous-sol, elle la défonce. Elle court dans le couloir, vraiment elle capte pas vraiment où elle est, ça peut être la morgue ou la salle d'opération, on ne sait pas. Mais elle continue de taper un sprint jusqu'au moment où, au bout du couloir, elle voit un panneau avec écrit « Cuisine centrale du bâtiment A ». Elle court, mes amis, sans se retourner une seule seconde. Elle entend la porte derrière elle qui s'ouvre. Et là, dites-vous qu'elle déboule dans la cuisine en hurlant, en expliquant qu'il y a quelqu'un qui veut la buter. Et les deux cuisiniers qui sont là,
au début, il ne capte pas trop. Vous vous doutez bien que le mec qui l'a suivi en courant, il n'est pas allé jusque dans la cuisine parce qu'il allait se faire carotte. Évidemment, les cuisiniers, au début, ils sont un peu choqués, ils arrivent à la rassurer, puis ils appellent la sécurité, histoire d'avoir des renforts. Et la suite, vous allez voir que ça se passe un petit peu mal pour la personne qui habitait illégalement dans l'LB, parce que, tout simplement, après cet incident, la sécurité est arrivée, ils ont appelé la police parce que c'est un délit. Et c'est pas deux mecs qui sont venus avec une lampe de poche, c'est carrément une équipe entière avec des chiens. Et vous vous doutez bien que quand Médor il tape un rush dans le couloir, il va trouver tout ce qu'il y a. Un des chiens est tombé sur le mec qui habitait là illégalement. Est-ce qu'il s'est fait mordre les couilles? Je ne sais pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a passé un sale quart d'heure. Et ce mec, il est pas tout clean. Visiblement, il a déjà été condamné pour des violences très graves sur une personne. Et au moment de son procès, il s'est bizarrement évaporé dans la nature. Sauf qu'il n'était pas dans la forêt, dans un buisson. Non, il a trouvé mieux. Il a trouvé un bâtiment abandonné qui est en réalité l'LB de l'hôpital, qui est chauffé, qui est très grand pour lui tout seul, avec de l'eau courante, de la nourriture, enfin... Il était vraiment Gucci et il savait que pendant plusieurs mois, personne viendrait le chercher parce que déjà, qui se doute qu'il y a un mec qui vit là? Et surtout, comme je vous l'ai expliqué, à la base, cette aile, elle est en travaux. Visiblement, les travaux ont été abandonnés, donc personne n'a quelque chose à y faire. Évidemment, ce mec a été interpellé, il a avoué qu'il vivait là depuis plus de 6 mois, mais qu'en soi, il restait dans le bâtiment uniquement la nuit pour dormir, et la journée, il faisait sa vie à l'extérieur. Comme ça fait moins de chances aussi de se faire attraper. Le truc, c'est que Laura, en y repensant, elle se dit, mais pendant tout ce temps où j'ai rendu visite à mon père, où j'ai pris l'ascenseur, où j'ai marché dans les couloirs, en fait, sans le savoir, sous mes pieds, ou peut-être à côté, derrière le mur, il y avait un mec qui vivait là, qui a peut-être essayer de tuer quelqu'un. Et le truc le plus flippant, c'est que ça lui arrivait à Laura de se promener toute seule dans les couloirs la nuit pour marcher. Donc à tout moment, elle serait tombée sur ce gars et ça aurait pu finir en drame. Enfin bref, elle nous raconte que suite à cette histoire, son père s'en est remis. Il a quand même dû passer par la case opération, vraiment ils ont dû faire tout un truc. Ça a été assez délicat pendant quelques semaines. Mais aujourd'hui, il est tiré d'affaire, il va très bien, elle aussi. Et la seule chose qu'on peut leur souhaiter, c'est uniquement du bonheur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces 3 témoignages vous auront plu. C'est un style un petit peu différent, mais personnellement, moi je kiffe de ouf faire ça parce que ça change un petit peu. Je vais essayer maintenant de faire des vidéos où je vais raconter 3 histoires, peut-être un tout petit peu plus courtes, mais qui sont organisées par thème. Aujourd'hui on a fait l'hôpital, peut-être que demain on aura la forêt, les bûcherons ou je ne sais quoi. Parce que comme je vous l'ai dit, moi j'essaye un petit peu de changer le contenu, alors... De nouveau, ça va rester des histoires d'horreur, ne vous inquiétez pas, ne vous désabonnez pas s'il vous plaît. Mais ça fait 5 ans, voire 6 ans que je raconte des histoires d'horreur, il faut aussi un petit peu de changement. Et je me dis que c'est aussi une bonne solution pour que de nouvelles personnes me découvrent et qu'ils regardent la chaîne. Donc vraiment, je suis content de la direction que ça prend, j'espère que ça vous plaît. Et en tout cas, un merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez, et ce chaque jour. Voilà, moi je vous propose de vous retrouver très vite pour un nouvel épisode. Bonnes vacances si jamais vous partez, profitez bien, reposez-vous. Et le soir, si vous vous ennuyez au bord de la piscine ou sur la plage ou dans votre lit, mettez une petite vidéo, comme ça je vous raconte des histoires. Voilà, des bisous, prenez soin de vous, à très vite, c'était Melvin, ciao tout le monde.